Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Smart Impact. On est vendredi et à mes côtés, je retrouve avec plaisir Émilie Kovacs. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas, comment ça va? Toujours à la tête des copeaux? Toujours à la tête des copeaux.fr, média de l'économie positive. Comme tous les vendredis, c'est le grand entretien et cette semaine, on vous propose de découvrir Frédéric Danhé, auteur, chroniqueur télé et radio, entre autres. Il est notre invité pour parler du livre qu'il a coécrit Ensemble pour mieux se nourrir, enquête sur les projets solidaires et durables pour sortir de la précarité alimentaire. Justement, notre débat portera sur les solutions pour sortir de la précarité alimentaire. On en parlera avec notre invité principal et Boris Tavernier en direct de Lyon, le directeur fondateur de VRAC National qui sera avec nous en visio. Enfin, dans Smart Ideas, Gilles Gallo, il va nous présenter sa start-up solarbrother.com. Il l'a confondée, il la dirige. Il propose des solutions solaires innovantes. Vous verrez. Voilà pour les titres. Et comme chaque vendredi, c'est le grand entretien. Tout de suite. Bonjour Frédéric Danhé, bienvenue. Bonjour. Vous êtes journaliste, je l'ai dit, chroniqueur télé, conférencier, animateur de débat, bref, multicanal, multicasquette, et surtout ce livre, Ensemble pour mieux se nourrir, coécrit avec Alexis Jenny, qui est publié chez Actes Sud. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'idée déjà de se lancer dans un projet comme celui-là? Pourquoi vous êtes lancé? Parce que j'ai peur de la pauvreté, comme tout prolo issu de prolo, parce que, étant précaire moi-même de par mon statut de pigiste et d'auteur, on vit un peu dans cette peur de tomber, de ne pas avoir... C'est une peur atavique. Et puis, c'est mes origines, je suis issu d'une ville ouvrière frappée par le chômage, donc j'ai voulu... Laquelle? Caudry, dans le Nord, ex-cité industrielle, 28% de chômage, le taux d'obésité lié à la pauvreté extraordinaire. Donc j'ai voulu me confronter à la pauvreté. Et puis, il y avait quelque chose moi, qui me turlupinait, c'est comment se fait-il qu'en France, les gens qui n'ont pas les moyens mangent aussi mal? Est-ce que ça veut dire que l'aide alimentaire qui leur est destinée est mal fichue? La réponse est dans la question, oui. Ouais. Et justement, pardon Émilie, mais peut-être on n'a pas défini. Est-ce qu'il y a un critère? Qu'est-ce qui définit la précarité alimentaire? On comprend bien le mot, mais est-ce qu'il y a un critère? Non. C'est très subjectif. Déjà, la définition de la pauvreté est elle-même subjective. Ça vient de Bercy ou de l'INSEE. C'est plus ou moins 70% du revenu médian. La précarité alimentaire, finalement, elle est assez simple. C'est quand, au moins une fois dans le mois, vous préférez ne pas manger parce que vous n'avez pas assez de moyens. Donc, ça peut arriver au début, au milieu ou à la fin du mois. Et puis, alors, vous avez entre 8 et 10 millions de pauvres en France, selon la définition. Et je dirais qu'il y a entre 2 et 4 millions de personnes qui sont vraiment dans une précarité alimentaire. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, sautent un repas, puis 2, puis 3, puis 4, etc. jusqu'à la fin du mois. Et ça s'est aggravé pendant la crise de la Covid, du coup. Qu'est-ce que vous avez découvert en préparant ce livre? Je crois que vous avez pris votre stylo, d'ailleurs, pendant le premier confinement, et pour aller au bout de ce projet-là. Vous avez eu des surprises? Des bonnes surprises en fait, c'est que vous savez les collapsologues et autres catastrophistes s'attendaient, jubilant, se frottant les mains, à avoir un effondrement général du pays et notamment avoir des gens qui auraient peut-être crevé de faim dans la rue. Ça s'est pas produit parce que finalement dès le début du premier confinement, l'État a dit il y a une urgence, on lève les freins bureaucratiques, allez-y vous collectivités, associations, démerdez-vous, l'argent est là, organisez-vous et finalement la France a su s'auto-organiser, non seulement pour apporter la quantité aux personnes qui avaient besoin, mais aussi manifestement une qualité qui n'était pas là avant, simplement parce que vous avez des communes comme dans le 93, la Seine-Saint-Denis, qui ont transféré les budgets qui étaient auparavant alloués aux cantines scolaires, ils les ont transférés vers les associations caritatives, c'est-à-dire que les biens frais, les fruits et légumes bruts, sont allés aux associations caritatives plutôt qu'à aller aux cantines. Et donc ça a amélioré d'une certaine façon le régime alimentaire des bénéficiaires de ces aides. Oui, avec des vrais modèles de résilience alimentaire, du coup, par territoire. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler, par exemple, de Ma Petite Échoppe? Alors ça, c'est sans doute, avec Alexis Jenny, quand on a fait notre Tour de France, le meilleur exemple d'une aide alimentaire différente. Les gens qui en bénéficient disent souvent, nous, on est mal considérés, on a l'impression d'être nourris avec des rebuts, nous-mêmes qui sont des rebuts de la société. Puis quand on va dans des associations, dans certaines épiceries sociales et solidaires, dans certaines
une coopérative, on a l'impression d'être qu'on va nous donner une leçon parce qu'il y a des affiches pour sauver la planète, parce qu'il y a des affiches pour mieux manger, alors que nous, on veut juste être des consommateurs. Et ben, ma petite échoppe à Antony, c'est ce qu'ils ont réussi. C'est-à-dire, c'est un lieu joli, comme un magasin bio. C'est un lieu qui n'affiche aucune profession de morale. C'est un lieu qui dit juste, vous êtes considérés comme des consommateurs. Vous faites vos courses, vous avez le choix, vous pauvres qui n'avez jamais le choix dans vos colis. Et puis à la caisse, discrètement, on défalquera du prix affiché, le prix réel que vous allez payer et personne n'en saura rien. Faut bien comprendre, Thomas et Émilie, que les gens qui n'ont pas les moyens, ils n'ont pas envie d'avoir la commisération et la charité à la sortie de l'église. Non, ils veulent juste être considérés comme des consommateurs et avoir le choix inhérent au fait d'être consommateur. Ça veut dire que la gratuité, c'est pas forcément la solution ? C'est jamais la solution. Enfin, ça, c'est Freud qui l'a expliqué. La gratuité a toujours un prix. Et la gratuité dans la charité, malheureusement, alors c'est pas le cas en général, mais ça peut être le cas dans certaines associations, c'est tu es pauvre, je te donne un colis, tu te tais, tu dis merci et tu t'en vas. Non, c'est pas ça. Ça ne fonctionne pas. Et dans les structures qui fonctionnent, aux personnes qui sont bénéficiaires de prix qui sont très bons, on leur demande quelque chose en échange. Venez bénéficier, venez nous faire bénéficier quelques jours par mois de votre temps. Voilà, vous tiendrez la caisse, vous donnerez un coup de balai. Et en échange, non seulement vous aurez des prix réduits, mais on va vous aider à essayer de vous en sortir par des formations ou simplement discuter. En fait, c'est là où on s'aperçoit, en France, que la nourriture a une force symbolique très forte. On est ce qu'on mange, on est ce qu'on est dans l'assiette, et si on améliore ce qu'il y a dans l'assiette, on va améliorer l'image de soi, sans laquelle on ne peut pas s'en sortir. La dignité. Autre exemple cité dans le livre, celui de Soumoulou, dans la banlieue de Pau. Expliquez-nous. Alors ça nous a beaucoup marqué, Alexis et moi, et Boris Tavernier, qui est à l'origine de cet ouvrage, je vous en parlera aussi peut-être. Ça nous a beaucoup marqué parce qu'on a vu vraiment des gens très, très pauvres. Et des gens qui ont osé dire aux gens qui les nourrissaient via des colis alimentaires, vous nous dites que c'est toujours mieux que rien, la merde, parce que c'est comme ça qu'ils en parlent, la merde qu'on vous offre, nous on préfère rien à ça. Et du coup, ils se sont organisés pour avoir un potager. Ce potager permet de les nourrir en partie en légumes, et puis ils se sont arrangés eux-mêmes avec des bouchers, avec un abattoir pour avoir un peu de viande. Ils se sont démerdés eux-mêmes. Et le mot, vous l'avez employé, le mot qui est revenu, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit pas être digne. Et voilà, la pauvreté, ça peut être aussi une dignité. Respecter notre dignité, eux respectent leur dignité en travaillant eux-mêmes la terre et puis en négociant eux-mêmes les produits qu'ils ont envie de manger. Et ça a amélioré, oui, leur état, simplement, leur état psychologique, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Alors là, on vient de citer deux initiatives qui sont des initiatives locales. Donc finalement, il y a une sorte de prise en main. Mais il y a la question du rôle de l'État. Vous l'abordez évidemment dans votre livre. Et comment vous la jugez, cette aide de l'État en matière de précarité alimentaire ? Inefficace, justement un peu méprisante, un peu venant de haut, déconnectée du terrain. Comment vous l'évaluez ? Vous savez, Thomas, l'État est le reflet de nous-mêmes. Et nous-mêmes, vous savez, quand on rentre dans un magasin, il y a le secours populaire ou le secours catholique qui est là, qui a des caddies, ils nous demandent de remplir les caddies. Souvent, moi je ne le fais pas, mais souvent quand vous regardez ce que les gens mettent dans les caddies, ils mettent des produits bas de gamme, qui ne sont pas du tout ceux qu'ils achèteraient normalement. L'État, c'est un peu la même chose. C'est de l'aide alimentaire bas de gamme, classique, où on se contente de donner de l'argent finalement à un système agroalimentaire dont le modèle économique est fait de telle sorte que sans les pauvres, en fait, il diminuerait ses marges. C'est parce que la pauvreté est là que le système agroalimentaire peut évacuer à bas prix ses déchets. Donc ça ne fonctionne pas. Et ça fonctionne tellement peu que l'État, bien avant la crise sanitaire, avait déjà engagé une réflexion pour réformer tout ça, pour aller vers une augmentation, de cette qualité de l'aide alimentaire visant à sortir les gens de la pauvreté, pas simplement à les nourrir. Donc pour finir de répondre à votre question, l'État, l'État fait, puis l'État globalement a bien fait pendant la crise sanitaire. Il y a au moins un domaine dans lequel il a bien fait parce qu'il a laissé faire les gens de terrain. Et le rôle de l'État, ça devrait être ça. On le voit bien à propos de cette question. C'est on encadre, on fixe des lois, on a de l'argent. Maintenant, c'est à vous, démerdez-vous à l'échelle locale. Pour nourrir les gens simplement de façon digne. Donc oui, l'État était plutôt
pas mal. Alors vous parlez de solutions aussi dans le livre, vous terminez notamment avec cette idée du chèque alimentaire, est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors ça part de l'idée de la sécurité sociale alimentaire qui est fort débattue en ce moment, qui consisterait à donner à chacun de nous, vous comme moi, 150 € par mois pour manger des meilleurs produits. Bon, ça j'y crois pas 2 secondes, c'est comme le revenu universel, si vous ne capez pas les prix de l'immobilier, ça va créer de l'inflation, ce sera bouffé par l'immobilier. Ce serait pareil là, un chèque de 150 €, il serait bouffé par la grande distribution. Moi, mon idée, c'est vous avez peu de moyens, on vous donne un chèque, mais le chèque, vous ne pourrez le dépenser que chez un producteur du coin qui travaille d'une bonne façon, en conservation des sols ou en bio par exemple, chez le petit primeur, mais en aucun cas dans l'agroalimentaire, parce que sinon le système ne pourra jamais être modifié. Un peu comme fonctionnent les monnaies locales, c'est ça. On a une monnaie qu'on peut dépenser que chez certains commerçants de proximité. Exactement. Et le système agricole américain, on ne le dira jamais assez, le système agricole américain ne fonctionne que par le soutien par les prix, ce qui est interdit en Europe, via le gouvernement fédéral. C'est 80 milliards de dollars qui sont dépensés par le gouvernement fédéral chaque année dans le système agricole, et 60 milliards de ces 80 milliards, c'est des chèques alimentaires qui sont dans certains États ciblés sur certaines productions. Et c'est ce qui a fait décoller le bio d'ailleurs aux États-Unis. Et on continue de découvrir d'autres idées, d'autres solutions autour de la précarité alimentaire avec celui qui a eu l'idée de ce livre, Boris Tavernier. Et donc, nous allons discuter d'autres solutions pour tenter de sortir de la précarité alimentaire. Avec toujours, pour en parler, Frédéric Denhaye qui est avec nous et Boris Tavernier, directeur de VRAC National, en visio depuis Lyon. Bonjour. Boris. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et merci de nous rejoindre pour parler de cet ouvrage dont vous avez eu l'idée. Je rappelle le titre, Ensemble pour se nourrir, enquête sur les projets solidaires et durables pour sortir de la précarité alimentaire. Alors, comment vous est venue cette idée, Boris Tavernier ? J'ai la chance, à travers mes activités, de rencontrer beaucoup de projets assez inspirants et j'avais envie qu'ils soient visibles, à la fois parce que c'est des beaux projets, mais surtout avec un double objectif de donner envie aussi aux personnes, quels que soient leurs moyens, quels que soient leurs revenus, de se rassembler, de s'auto-organiser pour se réapproprier sa consommation, et puis aussi avec cette volonté en tout cas de peser un petit peu dans le débat politique, et si ce livre, si ces projets qu'on rend visibles peuvent aider à changer les politiques publiques, ce serait gagné, quoi. Et donc, on va parler du VRAC National dans un instant, mais c'est un focus français sur un défi qui est planétaire ? Oui, alors on va déjà essayer d'agir à notre niveau, parce qu'on a déjà beaucoup à faire en France. Mais effectivement, l'accès à l'alimentation, il est mondial. Et même dans ce qu'on essaye de faire en France, on dépend aussi, ne serait-ce que de la politique agricole commune européenne. Donc effectivement, c'est vraiment un défi mondial. Alors parlez-nous justement de VRAC National, qui connaît un succès incroyable avec un vrai business model unique. Alors business model, c'est peut-être un mot un peu fort. En tout cas, nous, on a construit VRAC il y a maintenant 8 ans avec cet objectif de lutter contre les inégalités en matière de consommation. Et on a tout de suite orienté le projet en direction des quartiers populaires, en direction des banlieues, parce que c'est un peu dans ces endroits-là où c'est la double peine. Souvent, on n'a pas, même si on a envie de bien consommer, on n'a pas d'offres alimentaires sur le territoire, hormis des discounters, des grossistes ou des marchés où on ne trouve pas de producteurs. Et même si on a envie de bien consommer, on n'en a pas les moyens. Donc nous, pour lutter contre ça, on développe des groupements d'achat dans ces quartiers pour rendre accessibles les produits bio, les produits locaux aux habitants, en achetant auprès de producteurs, de paysans au juste prix et en revendant à prix coûtant, donc sans aucune marge, pour vraiment rendre accessibles ces produits. Donc c'est pour ça que quand vous dites business model, ça vous fait rire, parce qu'il n'y en a pas vraiment. Vous comprendrez qu'en vendant des produits à prix coûtant, on ne génère pas beaucoup d'argent. Mais c'est une vraie question, parce que pendant des années, les associations pouvaient répondre à un besoin sociétal et être financées, avoir des subventions, et ça ne posait pas de problème. Aujourd'hui, on est un petit peu à l'ère de la Startup Nation, et les associations doivent continuer de répondre à ces besoins, tout en générant de l'argent par elles-mêmes. Donc nous, c'est un peu difficile, et pour moi, l'accès à l'alimentation, c'est un véritable choix politique. Frédéric Denhaye, vous connaissez Boris Tavernier depuis quelques années. Quel regard portez-vous sur son action ?
Moi, je suis un passeur comme vous. Je me contente de parler des gens et je suis impressionné, admiratif par des gens comme Boris parce que c'est eux qui font. Et Boris a réussi l'impensable, c'est-à-dire respecter la dignité du producteur en lui achetant à son prix, parce que c'est le producteur qui décide de son prix, et tout en respectant la dignité du client, la personne assez démunie qui fréquente Vrac, en lui permettant de vendre, d'acheter à prix coûtant. Voilà, il a réussi une martingale et son modèle économique, entre guillemets, il est fondé, et Boris a raison d'insister là-dessus, sur de la subvention ou de l'appel de fonds, ce qu'il réussit. Donc c'est possible de faire ça. Mais c'est possible de faire ça dès lors qu'on considère que ce n'est pas un coût comme les hôpitaux. On a vu ce que ça a donné de fermer les lits d'hôpitaux sous prétexte que c'était un coût. Non, les hôpitaux, c'est un investissement pour l'avenir, c'est de l'intérêt général, de la même façon que l'aide alimentaire. C'est une forme de délégation de services publics de l'État vers des structures privées, comme Vrac. Boris est allé jusqu'au bout, il est allé chercher l'argent là où il est, dans les collectivités, les bailleurs sociaux, des fondations d'entreprises. Et le résultat est là, c'est que maintenant ça essaime dans toute la France. Alors justement, Boris Tavernier, on va peut-être ouvrir le chapitre sur le rôle des entreprises pour lutter contre cette précarité alimentaire. Vous, qui sont vos partenaires, par exemple, chez Vrac National ? Alors nous, on travaille beaucoup avec des bailleurs sociaux parce qu'on a vraiment construit le projet avec eux, tout simplement parce que pour vivre, il faut un toit, il faut se nourrir. Donc il y a un vrai lien fort dans les quartiers populaires, avec cet objectif aussi de développer un peu le pouvoir d'achat des habitants. Et ensuite, en termes de fondation, on travaille beaucoup avec la fondation Carasso, qui est une fondation qui finance énormément l'alimentation durable en France. Et par contre, au niveau des entreprises, nous, évidemment, pour être un petit peu cohérent, on refuse tous les financements de l'industrie agroalimentaire et des grandes surfaces. Donc, par contre, on peut travailler avec des mutuelles, avec des banques qui ont aussi envie d'avoir plus d'impact sur la société. Et ça vient beaucoup de l'intérieur aussi, d'ailleurs. Ça veut dire quoi ? Ça vient de l'intérieur ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de salariés pour qui avoir un bon poste, un bon salaire ne suffit plus. Et ça, c'est hyper intéressant, ça bouge vraiment depuis quelques années. Et ils ont vraiment envie que leur entreprise ait un rôle social sur leur territoire. Et ils poussent leurs dirigeants à aller dans ce sens-là. Donc ça, c'est assez bénéfique pour des associations comme la nôtre. Oui, Frédéric Danhé, vous avez des exemples comme ça d'entreprises dont les collaborateurs ont poussé des initiatives, par exemple, dans la précarité alimentaire ? Non, sur la précarité alimentaire, j'ai pas d'exemple, mais sur l'environnement qui est mon domaine, oui, c'est général. En fait, c'est le bon côté du greenwashing. Les entreprises ont fait du greenwashing, mais ils ont oublié que la peinture verte qu'ils mettaient, elle a diffusé. Vous savez, les perturbateurs endocriniens, ça a diffusé dans toute l'entreprise. Aujourd'hui, vous avez des salariés qui disent, oui, mais là, vous vous rendez compte maintenant ? C'était du pipeau. Non, ça peut plus être du pipeau. Et ça n'est plus du pipeau. Et celle que je connais le mieux, c'est le groupe LVMH. Et ils sont allés très très loin dans l'intégration des contingences environnementales jusqu'à établir une comptabilité financière qui donne une valeur à la nature. Je ferme la parenthèse. Oui, il y en a de plus en plus. Il n'y a pas une entreprise aujourd'hui digne de ce nom qui peut dire qu'il n'y a pas de problème d'environnement. Non, elles sont toutes dedans. Oui, alors ce qu'on voit quand même dans le cadre de ce débat sur la précarité alimentaire, il y a la situation des étudiants. Voilà. Et c'est vrai que là, on a quand même vu, Frédéric Danhé, des entreprises se mobiliser. Alors, on peut considérer que c'est de l'opportunisme de la part, par exemple, de la grande distribution, mais qui fait des paniers repas avec à un coût le plus faible possible. Même, il communique pour celui qui met son panier repas. Je vous vois faire la moue, mais voilà, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez de ces initiatives-là. La grande distribution, j'en pense pas grand-chose. Honnêtement, c'est des gens qui raquettent le monde agricole et c'est des gens qui ont besoin des pauvres pour optimiser leur surplus. Voilà. C'est de la donation. En plus, c'est nous qui finançons autant de 60%. Alors, il y a des enseignes qui sont sans doute meilleures que les autres, comme Système U et Intermarché, mais d'autres, il faut une troisième marque pour que le CSA ne dise pas non. Leclerc, en général, qui est pas bien aimé du monde paysan. Donc, tout ça, c'est de l'opportunisme. Alors, évidemment que ça aide. Mais si on en est à nourrir les étudiants, c'est quand même dramatique qu'en France, des étudiants bouffent pas. C'est pas possible. Et c'est quand même dramatique que ce soit certaines anciennes de la grande distribution qui les nourrissent avec de la merde. Parce que c'est de la merde, c'est tout. C'est des produits bas de gamme, c'est des produits transformés, c'est des produits sans équilibre alimentaire. C'est honteux. C'est honteux, mais Boris pourrait vous en parler. Oui, Boris Tavernier, mais moi j'avais une question aussi sur le profil des gens que vous voyez. C'est ce que vous voyez évoluer et voir de plus en plus de jeunes notamment.
chez Vrac Oui, International. on a créé Vrac Université il y a 2 ans, parce qu'effectivement, il y a eu un drame à Lyon. Un étudiant s'est immolé par le feu devant le Crous en 2019. Ça nous a vraiment choqués et on a créé dans la foulée, et d'ailleurs avec une entreprise, c'est avec la BNP, on pourrait se dire qu'ils sont très très éloignés de ces questions, et eux avaient fait aussi ce constat de la précarité alimentaire et de la précarité dans le logement des étudiants, et ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que tu peux faire. Donc j'ai fait un petit pas de côté, j'ai modélisé Vrac et on l'a transformé pour qu'il soit accessible sur les campus universitaires, et tous les jours on a plus de demandes. Donc nous on fait le même fonctionnement, hein. Ils deviennent adhérents, ils choisissent les produits, ils les payent à prix coûtant, mais c'est à la fois une précarité économique mais aussi une grande solitude. Ils viennent aussi beaucoup sur les groupements pour pouvoir rencontrer des gens, quoi. Je voudrais revenir sur l'aspect durable de la démarche, hein. C'est aussi dans le titre de votre livre, Frédéric Danhé. Boris Tavernier, c'est un défi, comment je peux dire ça? Ça complique le défi d'aller chercher des produits qui sont de bonne qualité, qui sont bio et qui font la promotion de l'agriculture durable? Non, parce que ça n'aurait pas fonctionné si c'était d'autres produits, en fait, tout simplement. Moi, les gens qu'on rencontre aujourd'hui, dans les habitants des quartiers populaires qui sont adhérents de Vrac, ils sont juste considérés. Ils sont des consommateurs comme tout le monde. Ils ont enfin le choix de leur consommation, et surtout, ils peuvent agir sur ces questions environnementales. Ils auront le sentiment qu'en consommant des produits issus de l'agriculture biologique, qu'en consommant des produits en vrac, ils agissent non seulement pour le bien d'un paysan, pour le bien de l'environnement, et puis pour leur santé et celle de leurs enfants. Donc, oui, moi j'avais une question sur les producteurs. Quelles sont les relations que vous avez avec eux, du coup? Alors c'est des relations très, très proches, parce qu'il y a un vrai enjeu de reconnecter le consommateur à qui le nourrit. Donc nous on organise beaucoup de visites à la ferme, de visites de nos producteurs, où on va passer une journée avec nos adhérents chez le producteur de fromage de chèvre, chez le meunier, parce qu'on ne sait plus aujourd'hui comment les choses sont fabriquées. On est complètement déconnecté de ça, et on a besoin de retrouver la confiance. Au-delà du bio, du local, du durable, c'est retrouver vraiment la confiance en qui nous nourrit. Et ça, c'est toujours des moments qui sont vraiment très, très, très fort. Voilà. Et les paysans eux-mêmes ont cette volonté de nourrir des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter leurs produits. Ça, c'est aussi intéressant. Aujourd'hui, j'ai pas mal de personnes, de fournisseurs, de grossistes qui vont m'appeler. Nous aussi, on veut que nos produits soient accessibles à notre public, et pas uniquement dans des magasins bio spécialisés pour des personnes qui ont les moyens. Et avec effectivement des prix qui sont trop élevés. Merci beaucoup. Merci Frédéric Danhé. Merci Boris Tavernier. Je rappelle le titre de votre livre, Frédéric, Ensemble pour mieux se nourrir, enquête sur les projets solidaires et durables pour sortir de la précarité alimentaire, publié chez Actes Sud. À bientôt. Merci. À bientôt. Tout de suite, c'est Smart Ideas. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, une start-up à l'honneur. La bonne idée du jour est signée Gilles Gallo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, cofondateur, dirigeant de SolarBrother.com. C'est quoi SolarBrother.com? SolarBrother, notre mission, c'est de produire, concevoir et diffuser des produits à énergie solaire, du solaire par concentration, afin de mettre à disposition du plus grand nombre l'énergie solaire, autant dans sa connaissance que dans son utilisation. Alors mais c'est appliqué à plein de produits, hein, parce que là, vous êtes venu avec certains de vos produits. Il faut donner des exemples. Oui, nous avons mis au point 4 produits, dont 3 médaillés au concours Lépine. Donc un briquet solaire, qui est un peu l'ambassadeur de la marque. Ouais. Vous ouvrez les ailes, vous mettez papier, bois, charbon, tabac, encens à l'intérieur, et ça vous permet, par la concentration des rayons, d'allumer en 3 secondes. C'est le même principe qu'une loupe, mais on reprend confiance en cette énergie avec ce petit objet. Et en 3 secondes, on a la preuve que l'énergie solaire, c'est réellement puissant. Et après, à partir de là, on peut comprendre que si un briquet solaire permet d'allumer aussi rapidement, un four solaire, lui, il tient dans son sac, il se transporte facilement, il monte à 120 degrés. On a aussi des fours et des barbecues solaires qui vont monter jusqu'à 200-250 degrés en seulement 5 minutes. Et aussi pour les enfants et pour répandre un peu la pédagogie de l'énergie solaire à tout âge, on fait aussi des genres de mini fours solaires qui permettent de faire fondre cette fois-ci du chocolat, des tartines ou réchauffer son petit plat et de prendre confiance. Qu'est-ce que vous avez à côté? Montrez-nous. Ouais, ça c'est le briquet solaire, et ça c'est un allume-feu qui permet aussi d'allumer son barbecue ou de pyrograver du bois. Donc ça, c'est quand on part en rando.
Oui, Tac, ça permet c'est d'avoir hyper du feu à vie et puissant. Alors, une croissance exceptionnelle pour Solar Brother, de 65% l'année dernière, comparé à 2019. Et donc, vous avez, pour atteindre un chiffre d'affaires, du coup, l'année dernière, de 525 000 euros. Oui, on sent un réel début soutenu par une prise de conscience à la fois écologique, face à l'urgence certainement climatique, et aussi une recherche d'une indépendance énergétique. C'est ça, l'autonomie, je crois que c'est un peu... L'autonomie et l'écologie, en tout cas, fédère nos clients. Actuellement, depuis 1 an ou 2, on sent une traction du marché. Le premier trimestre 2021 est identique, avec un renforcement, une accélération de la croissance, qu'on fait plus 110% comparé à l'année dernière. Vous l'avez créé quand, l'entreprise ? 2016, avec Gatien Bro et Corinne Mo. Au début, le démarrage a été un peu lent. Vous sentez vraiment l'accélération ? Oui, au début, le démarrage a été lent. On est très persévérant, il faut dire. Et après, c'est aussi le temps pour nous de mettre au point les produits et de mettre au point le marketing, parce que tout ça se développe dans le temps. Et aujourd'hui, on rencontre notre marché. Et donc, une levée de fonds. Vous êtes en pleine levée de fonds, là, c'est ça ? On est en finalisation, donc on est sur les quelques jours où la levée est en train de se finir. On lève 500 000 euros. Il nous reste 50 000 euros à essayer de trouver sur les 2 prochaines semaines. Et une levée de fonds avec des fonds d'investissement à impact social et solidaire, environnemental, pour se développer et cette fois-ci aller vers l'international. Alors justement, c'était la question. Pour faire quoi cet argent? Il va vous servir à quoi? À embaucher, à vous développer à l'international? Aujourd'hui, 80% du chiffre d'affaires et de la croissance que je vous ai expliqué se réalise en France. Ouais. Et l'objectif, puisqu'on est la seule marque positionnée sur ce cœur de produit, c'est d'aller à l'international, à l'export, que ce soit sur les marchés outdoor, green, conquérir la planète pour l'ensoleiller. C'est compliqué à mettre au point parce que vous nous expliquez ça, on se dit bah oui, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, c'est tout simple. Mais il y a quand même de la recherche, du développement, ça a été compliqué. Il y a de la recherche et développement, il y a des brevets, mais la conception, ça reste quand même le solaire reste une énergie facile à maîtriser. Après, nous, où notre point fort est de le mettre à portée de tous par des objets simples, ludiques, tout en restant performants. On donne tous nos plans en open source sur Internet, donc ils sont disponibles gratuitement. Vous pouvez reprendre ces objets et vous les fabriquer vous-même. Le but pour nous, c'est de réellement diffuser, et ça vous montre aussi que la conception en elle-même et la fabrication peut être aisée. Bien sûr, pour se construire ce four-là, nous on le commercialise au prix de 79 €. Si vous prenez les plans, vous allez mettre 2 à 3 heures chez vous à vous le fabriquer. Vous obtiendrez quasiment la même puissance que celui-ci à 80% de puissance, mais il va fonctionner. Il y avait des matériaux qui sont... Alors nous, on fournit aussi des matériaux. Cette fois-ci, si vous nous achetez responsable, pas de métaux rares, facile à recycler. Nous, on produit en France là, il n'y a que du miroir, du carton, des matériaux recyclés, recyclables, upcyclés. On essaie en tout cas de minimiser notre impact carbone avec des produits, et nos produits sont à vie. Donc de principe, notre empreinte, elle se dilue sur la totalité de la vie du produit qui sont à vie. Merci beaucoup. Merci Bravo beaucoup. Gilles Gallo, bon vent à solarbrother.com. Voilà, c'est la fin de cette passé vite, émission. Thomas, oui, mais c'est bon signe. C'est bon signe. On se retrouve vendredi prochain, Émilie, et moi je vous dis avec plaisir, Thomas. À demain pour Smart Future, évidemment, l'émission des entreprises qui innovent. Voilà, merci à toutes les équipes de Bismart, la chaîne des audacieux. Des audacieuses également. Et des audacieux. Salut.